Là, on est dans un cas de figure assez particulier. On est en 2002. Ils sont nés au Pakistan, mais ils sont d'origine afghane. Ils ne sont pas poussés par la guerre, comme les Syriens d'aujourd'hui. Ils rêvent de Londres et ils partent. Ça, c'est un cas de figure que tu as rencontré plus d'une fois. Oui, enfin, il y a un élément supplémentaire qui est très, très récurrent, qu'on retrouve souvent, c'est qu'ils partent d'un camp de réfugiés. Oui, Et ils sont nés dans un camp de réfugiés qui date donc de 79. Il y a encore actuellement 1 million de réfugiés afghans au Pakistan, dans des conditions qui sont toujours marquées par la précarité, notamment la précarité au niveau des droits, les droits politiques, etc. Le fait que ce sont des Afghans qui vivent au Pakistan, donc il y a un conflit potentiel, ils portent en eux la marque d'un conflit et ils incarnent un conflit potentiel. Cela dit, ce qu'on appelle les ARV, les Afghan Refugee Villages, les villages de réfugiés afghans, sont, bon, comme on voit là, c'est des grandes agglomérations qui peuvent faire jusqu'à 50 000, 60 000 ou plus habitants, et qui sont devenus des lieux de vie. Alors ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, des jeunes Palestiniens quittent les camps palestiniens pour tenter la migration aussi vers l'Europe, vers les États-Unis, etc. C'est-à-dire qu'on a une figure, bon, il va falloir la prendre en compte avant d'en avoir d'autres, qui est des enfants de réfugiés qui deviennent migrants clandestins. Et donc, on pourrait dire que un enfant de réfugié a le statut de réfugié finalement, et il l'a partout. Eh bien non, un enfant de réfugié, s'il sort du camp, il devient migrant clandestin. Et donc ça se complique pour tout le monde en réalité, parce que en 2009, j'étais à Patras, donc en Grèce, où j'avais fait cette enquête avec la photographe Sarah Prestiani sur les campements de migrants en Europe. Donc on était allé, on a pris certains lieux qui étaient Patras, Rome, Paris, Calais, et on a rencontré pas mal d'Afghans qui étaient nés en Iran. Alors eux, ils n'étaient pas nés dans un camp, mais ils étaient nés réfugiés déjà. Et donc le problème, comme on le voit actuellement, on l'a vu récemment pour un Afghan diagnostiqué schizophrène profond et délinquant, enfin qui avait commis des actes de délinquance et qui avait été diagnostiqué psychiatrique, a été expulsé dans son pays, en l'occurrence l'Afghanistan, à Kaboul, où il n'avait jamais mis les pieds, puisqu'il était né en Iran. Voilà. Et donc, les médecins pronostiquaient, sans trop de risque de se tromper, une aggravation de sa condition. Donc, on a ce genre de situation, ça c'est effectivement le premier point. Est-ce qu'on peut dire là, pour le coup, puisque tu tends un peu cette perche-là, c'est des migrants, c'est pas des réfugiés, enfin c'est des gens qui partent parce qu'ils ont voulu, rien ne les... ils n'ont pas fui la guerre. Effectivement, ils n'ont pas fui, eux, une situation de guerre, mais ils sont dans une errance, je dirais, par filiation, quoi. Ils sont dans une espèce d'errance par filiation, avec un statut de réfugié qui, à la limite, pourrait éventuellement se transmettre, mais là, en l'occurrence, ne se transmet pas, mais une condition de réfugié qui est leur point de départ, dont ils essayent d'échapper, voilà, en entrant là dans des réseaux. Après, effectivement, il y a un certain nombre de réseaux qui permettent notamment d'aller en Angleterre. C'est un des trajets des Afghans consiste à aller en Angleterre ou aux États-Unis ou dans d'autres parties. Mais bon, voilà, donc c'est effectivement, je pense que la catégorisation auquel ils se confrontent après, quand on voit que dans l'histoire, et en fait là pour le coup dans l'histoire vraie de ce jeune acteur, c'est
le cinéaste qui le raconte dans des explications qu'il donne sur le film, le jeune acteur a eu effectivement sa demande d'asile refusée. Bon, donc on voit que c'est une complexification. Il y a des couches, différentes couches qui s'ajoutent, qui font qu'à un moment donné, comme on le voit en ce moment en Europe, on pourra pointer du doigt quelqu'un qui n'a pas fui sous la menace d'un pistolet ou qui n'était pas exactement dans une région considérée comme une région à risque. Mais voilà, c'est ce que produit aussi l'enchaînement de ces conflits, de l'encampement, du maintien dans les camps, etc. Et un petit peu de la généralisation aussi de cette situation-là. Dans ton livre sur l'état du monde des camps, on pourrait l'appeler comme ça, c'est l'ethnologue Pierre Sanlivre, qui est un spécialiste avec sa femme du reste de l'Afghanistan, qui écrit l'article. Et c'est vrai qu'il explique bien qu'il y a plusieurs moments de migration, enfin de fuite, là vraiment de fuir l'Afghanistan. Il y a d'abord après l'effondrement de la royauté en 1969. Ensuite, il y a la fin du gouvernement pro-soviétique en 1972. Et là, la guerre, avec les chassés-croisés des talibans et puis de la réplique soviétique. Et donc, à chaque fois, on a des couches, pour reprendre ton expression, de réfugiés qui ne partagent pas du tout les mêmes idées. Alors, l'Afghanistan, c'est un pays qui n'avait jamais été conquis, comme vous le savez. C'est un pays qui n'est pas traversé par le chemin de fer. Il est un peu à l'écart de la colonisation organisée par les grandes puissances de la fin du 19e siècle. Bon, donc c'est un pays tout à fait à part où on parle au moins 4 langues, dont le Pashtun, comme les personnages, mais aussi le Dari et d'autres. Donc, on a au moins 4 langues importantes, plus d'autres dialectes. Donc, on voit très bien que c'est un État un peu mosaïque, déjà, où il y a... Bon, alors, donc, il y a ceux qui vont s'enfuir, se réfugier par Meshad, c'est-à-dire par Herat, en Afghanistan et Meshad, ensuite en Iran, et qui seront là. Ils sont à peu près 3 millions aujourd'hui, on les comptabilise à peu près comme ça, mais ils sont plus ou moins installés d'une certaine manière. Tandis que ceux qui passent, comme nos 2 héros, par le Balouchistan, c'est-à-dire par Quetta, et ensuite Zonneban, alors là on est dans tout à fait un autre itinéraire. Quetta est une ville très particulière, c'est une ville qui fabrique des armes, principalement, c'est l'activité centrale de... Alors, la question que je veux te poser, parce que Pierre Sanlivre, dans son article, n'en parle pas, et l'ensemble des auteurs du volume ne s'attachent pas à ce personnage un peu atypique sur lequel on a peu d'informations, qui est le passeur. Bon, en revanche, on en parle beaucoup. On en parle beaucoup dans les médias. Et là, on voit bien, on peut voir un peu dans le film, sachant que c'est un film, donc c'est une fiction quand même, une recomposition, une fiction écrite à partir d'entretiens qui ont été faits. On voit bien. Il y en a un au début, il touche l'argent pour l'ensemble du voyage et il donne les téléphones, des relais. Et en fait, on s'aperçoit que c'est jamais comme ça, quoi. Non, il faut qu'il repaye à chaque fois, il se fait arnaquer, et puis il n'y a personne au bout du téléphone. Il repaye, voilà, c'est ça. C'est assez difficile quand on est en empathie avec une situation, ce qui est le cas par principe de l'anthropologue, de tenir un propos directement légaliste dans cette situation. Alors je vais juste faire un détour à Patras pour revenir à cette enquête-là. On a une situation qui est très proche de celle qu'on voit avec les camions. C'est d'ailleurs quelque chose qui a fini par m'obséder, c'était de voir les jeunes migrants courir derrière les camions. Donc là, à ce moment-là, il n'y a pas de passeur. Eux, dans leur cas, il y a un passeur dans un coin, dans un autre coin, dans un endroit caché, fait passer 4-5 migrants au fond d'un camion, dans des conditions effectivement terribles, moyennant quoi ils font le circuit après jusque dans le bateau sans être inquiétés. Et ce qu'on voit très souvent, ce qu'on voit aussi à Calais, c'est en fait des groupes de migrants qui courent derrière un camion
2 d'entre eux sont chargés d'ouvrir la porte et les autres essayent de grimper. Peut-être qu'il y en a 1 ou 2 qui réussissent à grimper. Alors, vous me direz, c'est un peu naïf, c'est ce que je pense aussi, parce qu'après, ils se font prendre dans l'inspection du parking avant d'entrer dans le bateau, ils se font prendre dans les radios, les rayons qu'on fait sur les camions pour voir s'il y a de l'oxygène, les détecteurs d'oxygène qui sont à l'entrée des bateaux. Enfin bon, ils se font prendre à la sortie en Italie. Donc il y a plusieurs endroits comme ça où on peut se faire prendre, mais bon, il y en a qui passent comme ça. Mais surtout, ceux qui passent, effectivement, c'est ceux qui payent plus avant. Mais on a une image humaine, si vous voulez, pour partir du point de départ. On a une image ordinaire du passeur, c'est celui qui tient la jambe de son copain et qui le fait monter. Et celui-là, on lui donne peut-être 10 €, on lui donne de quoi rester dans le lieu, parce que lui, il va pas passer, donc il faut bien qu'il reste là. Donc, il gagne un peu d'argent avec ça. Après, il y a un phénomène qui est le phénomène du pourrissement et de la prohibition. C'est-à-dire que, avec le temps qui passe, et les gens qui ne passent pas, justement, qui ne réussissent pas à passer, petit à petit, cette activité-là, elle se professionnalise, elle se complexifie, et donc on voit effectivement que bien souvent, les petits passeurs à visage humain qui vont tenir la jambe de celui qui va et tenir la porte de celui qui va monter dans le camion sont en fait sans importance. Ce qui est important, c'est ceux qui sont devenus après des passeurs qui font des affaires avec les chauffeurs de camions, lesquels peuvent aussi s'entendre avec les policiers. Donc on a une chaîne, en réalité, une chaîne qui est que un migrant afghan est peut-être dans le coup, mais un chauffeur de camion européen, un policier grec, etc. sont là, les Italiens. Oui, enfin, en l'occurrence, les Italiens. Ils sont même bien endettés d'hériter d'un bébé. Donc après, c'est difficile de dire, il y a... comme on l'entend là depuis plusieurs mois, enfin même de plusieurs années, il faut faire la guerre maintenant aux passeurs et même militariser la Méditerranée, attaquer les bateaux de passeurs. Je dis précisément les bateaux de passeurs. Les passeurs n'y sont pas, ce sont les migrants qui y sont. Donc faut pas se raconter d'histoire. C'est pas comme ça qu'on arrête les passeurs. Bien sûr que c'est devenu une économie criminelle. C'est devenu une économie de la prohibition. Et donc quand on fait une économie de la prohibition, c'est comme la prohibition de l'alcool dans les belles années aux États-Unis dans les années 30. C'est quand on a terminé avec la prohibition de l'alcool qu'on a terminé avec l'économie de la prohibition. Donc là, cette existence des passeurs, non pas l'existence, la professionnalisation des passeurs comme un métier et un enrichissement, effectivement, puisque je pense que là, le Pakistan à Londres, c'est de l'ordre de 5 000 $ à peu près. Cette économie-là, elle ne peut être arrêtée que par une transformation de la légalisation et la libre circulation, l'ouverture des frontières, ce qui ne veut pas dire la disparition des frontières, on peut en parler, et bien évidemment la légalisation des circulations qui permet aux gens de circuler sans être obligés de passer par des passeurs. Je rappelle que le grand homme de lettres, philosophe, penseur Walter Benjamin s'est suicidé au passage raté de la frontière entre la France et l'Espagne en septembre 1940 parce qu'il avait tenté avec un passeur, et l'histoire fait l'éloge de tous ces passeurs qui ont fait sortir des Allemands de France entre 39, 40, 41. Au moment où ils devaient passer la frontière, la police française a demandé un certificat de sortie, une autorisation de sortie. Et par malchance, ils ne l'avaient pas. Quelques jours plus tard, l'administration avait décidé de ne plus demander d'autorisation de sortie parce que c'était vraiment de la bureaucratie inutile. Et la bureaucratie d'avoir le petit papier d'autorisation de sortie que
Benjamin n'avait pas a fait que leur passage a été arrêté. Ils ont dû retourner en France et c'est là que, déjà mal en point, malade, etc., il s'est suicidé. Et Hannah Arendt en a fait un petit livre fait de la biographie de Walter Benjamin, un petit livre. Et elle dit malchance. Quand elle commence ça, elle n'a rien d'autre, elle n'a pas d'autre mot. C'est une grande philosophe et elle n'a pas d'autre mot que de dire malchance. Et je trouve que malchance, c'est ça, c'est l'arbitraire. C'est l'arbitraire de tout ce qui se passe dans les frontières. Un jour tu passes pas. Tu as le bon faciès ou tu n'as pas le bon faciès. Tu as un papier, tu l'as pas. Un jour c'est important, un jour c'est pas important. Et les gens là qui circulent, là, tout cela, le savent bien. Le problème de la légalité et de l'illégalité, c'est quelque chose de très arbitraire. L'OFPRA est allé passer une journée à Calais en juin pour légaliser à toute vitesse des demandeurs d'asile érythréens, avant même qu'ils soient demandeurs d'asile. Pascal Brice, le directeur de l'OFPRA, m'a raconté cette histoire dans les détails. Ils y sont allés, ils ont cherché des demandeurs d'asile, ils voulaient faire un coup médiatique pour dire le gouvernement fait quelque chose à Calais. Et donc ils ont trouvé 200 ou 250 Érythréens à qui ils ont pratiquement donné la carte de réfugié. Ce qui est aberrant quand vous voyez qu'il y a des gens qui attendent des mois et des mois et des mois leur demande d'asile. Donc ça a provoqué aussi la pagaille parce que ceux qui n'étaient pas au courant, qui n'étaient pas là à ce moment-là, sont arrivés le lendemain et disent mais comment ça se fait ? Eux ont eu la carte de réfugié et pourquoi pas nous ? Et donc ils sont encore à Calais, ceux-là. Parce que le coup est passé, quoi. Alors, ce qui est très bien dans le film, enfin je trouve, évidemment, c'est le fait qu'on voit bien l'arbitraire, ce que tu viens de dire à l'instant, le Pakistanais de la frontière qui pique le Walkman, ensuite le douanier iranien qui est très finalement content d'avoir repéré 2 Afghans déguisés en Iraniens et les ramène chez eux, c'est-à-dire au Pakistan. Donc on voit bien là qu'il y a quand même aussi toute une espèce de... À quelle que soit l'échelle où on se trouve dans la police, on a quand même une capacité de nuisance par rapport à ces migrants. Mais en même temps, quand ils font un petit détour pour arriver par le mont Ararat, par la Turquie du Nord, là tout d'un coup ils sont bien reçus par une population très, très accueillante qui leur offre à manger, qui disent pauvres petits, etc. Donc tout n'est pas dès le début quelque chose de déterminé et de tragique. Non, mais je crois que c'est très intéressant. Il faudrait détailler tout ça et le comparer avec les expériences réelles. On trouve, je veux pas être trop optimiste, mais j'ai été assez content de pouvoir voir enfin sur les médias, entendre un peu partout qu'il existait en Europe beaucoup de gens qui voulaient manifester de la solidarité et de l'hospitalité, par exemple. Parce que c'est quelque chose que je n'arrêtais pas de dire en disant mais il y a beaucoup plus d'hospitalité dans la société qu'on ne le voit dans ce qu'exprime le gouvernement, qui dit toujours les gens ont peur, les gens ne veulent pas des étrangers, les gens ont peur, c'est parce que les gens ne veulent pas de ces étrangers qu'on fait tout ça. Nous, vous savez, on pourrait être humaniste, mais c'est les gens qui ne le veulent pas, le Front National, etc., etc. Tout ça est peut-être vrai, c'est pas la question, mais la réalité aussi, c'est qu'il existe des formes d'hospitalité et de solidarité. Alors en plus, dans ces lieux-là, vous savez, l'anthropologue Emmanuel Terré, que certains connaissent peut-être parce qu'il a fait, il y a 20 ans maintenant, cette grève de la faim dans l'église Saint-Bernard pour les sans-papiers. Et lui, son argument était tout simple, c'est un collègue, c'est un père ou un aîné pour moi, qui a beaucoup travaillé en Afrique. Et lui, finalement, on lui disait, mais alors pourquoi vous défendez comme ça les migrants Qu'est-ce que c'est qui vous amène ? Il dit, c'est très simple. Partout où je suis allé en Afrique, j'ai toujours été parfaitement bien reçu. On m'a donné à manger, on m'a donné à dormir. Il n'y a pas un seul endroit où je n'ai pas été bien reçu en Afrique. Donc je trouve normal de rendre
rendre l'appareil. C'est du don et du contre-don, en quelque sorte. Alors, il y a aussi dans le film quelque chose qui est assez juste, je trouve, c'est de montrer ce que tu disais au tout début, c'est pas un camp de réfugiés au sens des grandes institutions, des grandes ONG, d'une série de tentes organisées comme un campement, etc. C'est une sorte de village. Et moi, je connais un peu ce coin-là, et je reconnaissais dans le village à côté de Peshawar ce que j'avais vu en Afghanistan. On va dire. Donc, on peut pas dire que ce soit une transformation complète des modes de vie. Au contraire, c'est un habitat rural. Alors, vu de loin, évidemment, on le trouve bien sûr inconfortable, précaire, bidonvillesque, mais en fait, non. Ouais, enfin, moyennant un processus assez long, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans ces dernières vagues ou couches de migrants, de réfugiés et de migrants auxquels tu faisais allusion, là, en 2002, donc, etc. Bon, les derniers qui sont arrivés se retrouvent effectivement dans des grandes tentes du HCR. La première phase étant la tente collective d'une centaine, 150 places. La phase suivante étant des petits aménagements, des petites tentes plutôt familiales. Et la phase suivante encore étant de construire en terre battue ou en briques ou en branches des maisons qui sont plus familières, quoi, où les gens se sentent plus chez eux. Donc il a fallu tout ce processus-là qui ne reproduit pas exactement le mode de vie villageois. On n'est jamais, même si on peut dire effectivement que dans les camps, et là, 52 000 habitants, c'est plus tout à fait un village, toi qui es le grand spécialiste des questions urbaines, enfin, encore que, on peut en discuter, mais c'est vrai que moi, j'ai toujours défendu que même quand je parle de camps-villes, ce ne sont pas tout à fait des villes non plus. Et il manque un certain nombre de fonctions, notamment les fonctions de gouvernement des lieux, c'est-à-dire que, alors, dans le cas des ARV, ça se discute parce que je pense qu'il y a une association entre l'autorité pakistanaise et puis des représentants, sans doute, des autorités... enfin des représentants des réfugiés des Afghans. Mais il y a aussi les fonctions économiques, les diverses fonctions administratives et politiques de la ville qui n'existent pas. Et donc il faut pouvoir circuler, il faut pouvoir travailler, ce qui n'est pas le cas de nombreuses personnes en camp dans d'autres pays, dans divers pays. Donc on n'est jamais exactement dans la formation d'une ville accomplie. On est toujours dans des villes frustrées, dans des devenirs-villes ou dans des brouillons de villes, plutôt que dans des villes qui vont pouvoir aussi se développer. C'est le problème aussi, pour revenir à ça, des camps palestiniens, c'est-à-dire que leur espace est extraterritorial et il est délimité, ils ne peuvent pas s'étendre. Or, le propre de la ville, c'est de s'étendre, ou de se transformer en tout cas. Et là, s'ils ne peuvent pas s'étendre, alors pour les camps palestiniens, ils s'étendent en hauteur, en construisant finalement, un peu comme dans les favelas, on construit on construit des maisons en hauteur et puis petit à petit des immeubles, et toujours avec cette limite, quoi, d'un espace quand même, un espace délimité et ségrégué. Alors là, tous ces personnages, tous ces migrants, je garde ce terme-là entre guillemets, sont invisibles. C'est pour ça aussi que quand ils meurent, personne n'en fait la comptabilité. Ceux qui circulent, oui, c'est un des... Parce que là, visiblement, quand on ouvre la cache à l'intérieur du camion, il y a plusieurs morts, dont le personnage. Bien sûr, bien sûr. Et ça, évidemment, c'est impossible à avoir une estimation statistique, puisqu'on ne sait pas qui part, donc on ne peut pas savoir qui arrive. Quand on dit qu'il y a 3000 morts en Méditerranée, par exemple, entre janvier et août 2015... comme c'était le cas en 2014, où on a dit de janvier à août 2014, il y a eu 3000 morts en Méditerranée, je pense, enfin, je ne veux pas du tout être... au contraire, j'ai toujours tendance à ne pas vouloir dramatiser les choses, mais là, effectivement, je pense qu'il faut être très lucide. On est bien en deçà de la réalité, parce que justement, la comptabilité est difficile, parce qu'on ne compte pas les disparus. Et alors, il existe des associations
qui s'occupe de nommer les morts, quoi. En Italie, il y a des gens qui font ça. En Espagne aussi, en Italie, en Espagne, il y a des gens qui se sont donné un petit peu cette tâche-là de retrouver le nom des morts et de leur faire une sépulture. Est-ce que c'est... je ne sais plus dans quel port, dans quelle ville-port j'avais vu ça, mais il se peut que ce soit à Patras aussi, ou en Italie, je ne sais plus, où une partie d'un cimetière est réservée aux migrants qu'on a pu identifier, en tout cas. Mais je précise quand même sur ce sujet, parce que je connais un anthropologue qui travaille sur les SDF et quand ils meurent, et donc je lui ai suggéré, pour titrer son article, les 100 sépultures fixes, parce qu'en fait, on leur fait un enterrement, enfin la ville de Paris leur fait un enterrement au cimetière parisien d'Ivry, mais que pour 6 mois. Après, ils vont dans une fosse commune. Donc là aussi, l'anonymat devient la règle. Réaction, question. Je veux parler comme ça. Oui, oui. Vous donner une indication qui peut être un marqueur, c'est le coût des bombardements sur la zone que vous avez faite, et derrière le rapport avec l'économie qu'on crée pour pouvoir trouver les solutions. J'aimerais vous entendre un peu là-dessus parce que je trouve que c'est un fléchage très pertinent. Oui, je n'ai pas toutes les données économiques de tout ça, mais effectivement, on pourrait effectivement le coût de toutes ces entreprises guerrières depuis une quinzaine d'années, quoi, on va dire, hein, de la volonté de gouverner le monde par des interventions militaires très très violentes, très radicales, et après de se dire mon Dieu, d'où viennent tous ces gens, il faut qu'ils restent chez eux. Effectivement, c'est un peu terrible. D'autant plus qu'après, il y a un coût aussi dans ce qui est fait parfois dans l'urgence. Sur des terrains africains, plusieurs collègues et moi-même avons évalué, si vous voulez, je suis pas économiste et je manie pas très bien les chiffres, mais avons évalué que, en réalité, et là-dessus, il y a même au sein du HCR, il y a des choses qui ont avancé, que la prise en charge par la société, la prise en charge individuelle de l'aide aux réfugiés serait un moindre coût et plus efficace techniquement que l'établissement des immenses camps. Le camp de Dadaab au Kenya, qui a 450 000 résidents, demande une logistique humanitaire monstrueuse, mobilise des avions qui viennent régulièrement de différents pays, un personnel considérable, des moyens pour fournir de l'eau, pour fournir de la nourriture, pour fournir tout un tas de choses comme ça. Et je ne suis pas seul en cause, mais c'est vrai que l'ensemble des recherches qui ont été faites depuis une quinzaine d'années et qui ont développé un peu la critique de l'encampement ont amené le HCR, depuis 2 ans quand même, à créer un groupe de réflexion, c'est beaucoup, sur l'alternative au camp. Et l'an dernier, au moment où nous sortions Le Monde des camps, ce gros ouvrage sur les camps, le commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Antonio Guterres, faisait une déclaration où il disait « Je hais les camps ». Alors, ça m'avait paru incroyable. Je dis « Mais comment est-ce que le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, qui gère tout ce management, toute cette économie des camps, qui crée des camps, dit « je hais les camps ». Si vous les haïssez, donc ne les faites pas. Alors après avoir dit « je hais les camps » de manière très humaniste, et ça, voilà, il disait « bon, c'est la pire solution, mais c'est la seule solution, etc., etc. » Et en réalité, non, ça n'est pas la seule solution. On pourrait parler de Calais et de ce qui se passe à Calais, mais dans d'autres pays, lorsque des gens fuient une situation de guerre ou arrivent en masse quelque part, il est vrai que après avoir eu, par exemple, le statut de réfugié prima facie, ce qui aurait pu être le cas là en Europe de l'Est avec les gens qui sont arrivés, comme ça, on n'allait pas
faire des inspections individuelles au cas par cas en disant « Et vous venez de quel village? Est-ce que vraiment vous êtes justifié de vous déplacer de votre village ?» etc. etc. Mais on veut dire « Vous êtes tous là, nous constatons que vous êtes là, nous vous donnons donc le statut de réfugié prima facie, à première vue. » C'est ce qui s'est fait plusieurs fois en Afrique, en Irak, dans différents pays. Une fois que cette reconnaissance minimale est faite, effectivement, la question se pose de l'accueil et l'aide qui peut être apportée. Et on voit bien que cet accueil et cette aide, il peut être à un moment donné, pour des raisons de logistique, il peut être fait sous la forme collective, en disant venez tous là, c'est ici que nous allons vous donner les différents éléments. Et puis, avant que des choses ne s'installent, et c'est là où le temps est très décisif, de la structure sociale se crée quand il y a du temps qui se met en place. Avant que le temps mette tout ça en place, l'intégration, l'insertion, la prise en compte par la société qui se trouve là peut être aussi bien facilitée. Il y a une situation actuellement au Liban qui est tout à fait intéressante. J'ai du mal à la défendre parce qu'elle est très polémique, mais comme le Liban a refusé au HCR la création de camps de réfugiés pour les Syriens, ce qui se passe, c'est, entre autres choses, c'est des Libanais qui louent une partie de leur lopin de terre à des réfugiés. Et des gens crient aux marchands de sommeil, à l'exploitation de la misère, etc. Et moi, j'ai fait un peu valoir, mais je sais que c'est polémique, mais est-ce que ça ne pourrait pas être une solution pour le HCR, par exemple, de dire nous allons payer le loyer. Nous mettons des règles, le loyer sera de temps, nous vous le payons, moyennant quoi vous hébergez sur votre terrain des gens qui vont s'installer d'une manière ou d'une autre. Voilà même dans les situations d'urgence, d'autres solutions que cette énorme économie humanitaire, cette énorme économie du camp est tout à fait évitable. Et c'est ce qui est en jeu en ce moment à Calais, parce que ce gouvernement a finalement fait ce que d'autres n'ont pas fait, c'est-à-dire il a créé un camp créé par l'État, même si ce camp est dans les pires conditions, ce qui fait que beaucoup de gens l'appellent un bidonville. Moi, je défends que c'est un camp, c'est-à-dire c'est l'État qui a dit tous ceux qui sont dans les squats, tous ceux qui sont dans les campements répartis à Calais, dans les villes autour, etc., n'ont pas à être là. Nous ne voulons pas de vous. Nous vous autorisons, nous vous tolérons dans un seul endroit qui est celui qui est délimité par cet espace-là, qui se trouve à 7 km de la ville de Calais, autour d'un centre humanitaire qui s'appelle Jules Ferry en passant, et qui correspond un peu au compound humanitaire qu'on a dans les camps de réfugiés en Afrique ou ailleurs. Et donc on a créé quelque chose qui est un véritable camp de regroupement. Moi c'est comme ça que je l'appelle, ce camp de Calais, où se retrouvent maintenant 4000 personnes avec des statuts les plus bizarres, qui n'ont rien à faire là, qui ne devraient pas être là, et surtout pour la première fois, je dirais, même différemment de ce qu'a été Sangatte, qui était on l'appelait un camp aussi parce qu'il y avait un effet d'enfermement, mais dans son principe, ça avait été créé par la Croix-Rouge comme un centre de transit. Là, c'est pas considéré comme un centre de transit, c'est considéré comme un camp, et ça a été créé par l'État. Donc là, il y a un choix entre ça, ou bien effectivement le monde associatif, les gens qui créent aussi un site sur Internet pour accueillir des réfugiés chez eux, toutes les formes les plus modernes qu'on voudra inventer de manifestation de cette hospitalité qui a un potentiel extraordinaire en vérité. Et on l'a vu un peu avec la réaction des maires au moment où il y a eu un petit peu cet élan d'appel à la solidarité. Donc la société civile, comme on dit, la société réagit énormément du point de vue de la solidarité et de l'hospitalité. Donc on a cette alternative-là, elle existe, et c'est une question qui se pose régulièrement et partout, et bon, sous des formes différentes, mais enfin bon, c'est l'hospitalité ou la mise à l'écart, quoi. D'autres réactions? Ce que tu viens de dire me fait penser à la chose suivante, c'est que quand on a une organisation via les ONG, des grosses ONG internationales, j'entends, on a à ce moment-là une normalisation
l'organisation même du campement. Tandis que quand on passe par les formes, alors je mets beaucoup de guillemets, les formes locales d'hospitalité, là on est dans quelque chose d'autre, à mon avis, de beaucoup plus intéressant. Mais c'est ce qui se passe à Calais. Hein. Bien sûr, c'est exactement ce qui se passe à Calais, où là, avec la forme du camp, finalement, les associations d'habitants de Calais ne peuvent pratiquement, de fait, ne peuvent plus venir dans ce camp-là, parce que les gens avaient l'habitude d'intervenir pour aider des gens qu'ils connaissaient personnellement. Il y avait 50 personnes, il y en avait 100. Moi, j'ai vu des gens qui venaient avec leurs enfants, par exemple, pour dire ben voilà, je te montre ce que c'est que la solidarité. On amène du pain, on amène des choses, on amène de la nourriture, on amène des vêtements, etc. Et quand ils se sont retrouvés dans ce camp de Calais où ils ne pouvaient même pas entrer parce qu'il y avait des gens de l'organisation principale mandatée par précisément la préfecture, où on leur disait écoutez, poussez-vous, vous dérangez, vous voyez bien que c'est circuler, il n'y a rien à voir, quoi. Enfin, c'était un peu ça le truc. Et donc, d'un côté, les associations se trouvent démunies, ne peuvent plus intervenir, et d'un autre côté, cette organisation qui a l'aval de la préfecture, qui est une petite entreprise en réalité, embauche des assistants humanitaires en nombre important. Je ne sais pas où ils en étaient, mais le jour où on y était, il y avait un appel d'offres de 30 postes d'assistants humanitaires qui avaient été lancés. Et des gens qui débarquaient là pour venir se faire embaucher, ils savaient pas... Ils n'avaient aucune idée de ce que c'était, pourquoi, comment, etc. Donc on a vraiment un changement. Ça me fait penser du reste à la différence entre les services sociaux par rapport au SDF qui commencent par demander les papiers, qui reconstituent le parcours du SDF s'ils y arrivent, et puis ensuite ils l'orientent là où il a des droits, etc. Et l'autre côté, l'hospitalité ouverte, je vais l'appeler comme ça, sans contrôle, sans rien, de l'abbé Pierre. Parce que c'est ça, finalement. Emmaüs, c'est viens, tu sais pas où aller, viens, tu es le bienvenu, entre. Et on ne lui demande pas son nom, on ne lui demande pas d'où il vient, on ne lui demande rien. Bon. Et ça, évidemment, à un moment donné, ça devient illégal. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a 3-4 ans, un député, bon, peu importe sa couleur politique, mais enfin... lié au gouvernement actuel par ailleurs, mais bon, à l'époque, il n'était pas encore au gouvernement, réclamait, il avait trouvé une bonne idée pour taxer, pour gagner encore de l'argent, introduire la TVA dans les vides-greniers et dans les Emmaüs. Tout d'un coup, c'est-à-dire que là, il fallait facturer ce qui était un prix comme ça à discuter, enfin marchandé ou à la tête du client. Bon, non, là on allait rentrer de l'argent. Donc tout d'un coup, on voit bien que dans notre société, j'ai vu votre doigt levé à l'instant, dans notre société, on va introduire les mêmes règles de fonctionnement et de sélection et d'organisation, que ce soit pour cette population, entre guillemets, flottante, comme pour la population installée, quoi. Monsieur ? Oui, bonsoir. Je suis architecte urbaniste allemand et malheureusement seulement vu une partie du film et je trouve toutes les choses qui sont dites là très intéressantes. Je crois que le film il a maintenant 12 ans. La situation actuelle en Allemagne, je crois il y a quelques semaines, on disait encore il y a 800 000 qui vont arriver en Allemagne et les estimations encore un peu inofficielles actuellement, c'est 1,5 million seulement cette année-là. Alors, d'un côté, oui, aussi vu le problème démographique, l'Allemagne, c'est très bien, et je trouve que c'est vraiment une chance pour l'Allemagne d'accueillir toutes ces personnes. Mais actuellement, le gouvernement et les campements et les urbanismes comme ça, ils sont complètement dépassés. Et j'ai entendu, peut-être vous pouvez le vérifier, il y a, je crois, les Nations Unies disent qu'il y a 50 millions de personnes qui sont en état de fuite ou réfugiés ou quelque chose comme ça. Alors, est-ce qu'avec tout humanisme et bonne volonté et tout ça, on le voit actuellement en Allemagne, Madame Merkel, elle est en chute des sondages, les gens un peu plus durs, pas tout à fait comme Front National, mais eux, ils grimpent. Il n'y a pas vraiment une solution. Pour l'Allemagne, ils doivent fermer les frontières parce que si l'année prochaine, il y a 3 millions comme ça, il y
il y a des limites. Comment est-ce que vous voyez ça avec tout l'humanisme? Est-ce qu'on doit... Oui, où est la solution? Une question très simple et directe. Non, mais vous avez commencé par dire 800 000, puis 1,5 million, et vous avez terminé avec 3 millions. Donc, je vous en fais pas reproche. Simplement, je constate qu'en général, dans les médias, on a un maniement des chiffres qui est toujours très, qui va toujours crescendo, d'une part, et qui a... Alors là, pour le coup, je ne suis pas démographe, mais je fais un petit peu confiance aux démographes. Attendons voir exactement combien il y a de gens qui seront arrivés en Europe en 2015 pour éventuellement faire des projections. Mais effectivement, le gouvernement allemand a annoncé qu'il accueillerait jusqu'à 800 000 personnes. C'était pas pour l'année 2015, je pense que c'était pour l'année à venir. Donc, faisons attention un peu avec les chiffres, parce que un des éléments qui est sous-jacent dans ce que vous dites, et qui est très important, c'est comment est-ce que nous nous faisons peur. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de raison d'être inquiet, mais les médias jouent un rôle incroyable, autant dans le sens de la compassion que dans le sens de la peur, et nous avons beaucoup de mal à saisir la réalité. J'ai l'habitude de dire maintenant, il y a deux réalités, il y a la réalité des médias, il y a la réalité de la réalité. Et voilà, donc ça c'est un premier point, si vous voulez. Ensuite, effectivement, pour venir encore là-dessus, le HCR produit régulièrement, chaque année, des chiffres, des statistiques, à partir de relevés qui sont eux aussi insuffisants sur le plan scientifique, en tout cas qui ne seraient pas cautionnés par des démographes ou des analystes scientifiques. Je les ai vus faire, ces relevés du HCR. Je sais comment le HCR compte en Afrique un réfugié, un non-réfugié, etc. Souvent, c'est l'objet de négociations, de savoir combien il y a de réfugiés en Guinée qui viennent de Libéria. Est-ce qu'on va compter seulement ceux qui sont dans les camps, ou est-ce qu'on va compter aussi tous ceux qui sont dans la ville de Conakry, par exemple, pour vous donner un exemple. Donc la question de combien il y a de réfugiés, c'est insaisissable. Et ces 50 millions, cela fait plusieurs années que le HCR donne le chiffre de 50 millions. Simplement, en 2015, on s'est mis à lire davantage les rapports du HCR que les années précédentes. Et en outre, ce ne sont pas 50 millions de réfugiés. C'est, en gros, et je vais vous redonner les chiffres du HCR, en gros, pour l'année 2014, puisqu'on ne connaît pas encore l'année 2015, et effectivement, il se peut qu'il y ait des chiffres plus importants, mais ce n'est pas sûr, puisque le nombre de réfugiés syriens, en gros, n'a pas augmenté, on est toujours à 4 millions, ce qui est énorme, évidemment, mais avec une répartition différente entre le Proche-Orient, la Turquie, l'Europe, etc. On est aujourd'hui à 15 millions, c'est énorme, mais 15 millions de personnes qui ont le statut de réfugié du point de vue du HCR, un statut officiel de réfugié du point de vue du HCR, ou des États qui font le travail eux-mêmes, comme l'OFPRA, etc., etc. Voilà. On a environ 30 millions, entre 25 et 30 millions selon les années, mais voilà, 28 millions la dernière fois, en 2013, je crois que c'est 28 millions, de déplacés de l'intérieur. C'est-à-dire des gens qui sont des populations déracinées, qui ont dû fuir leur habitation habituelle, leur résidence habituelle, mais qui n'ont pas franchi le pays. Ce qui est un cas, évidemment, on voit bien que le chiffre est bien plus important, ce qui fait que les gens se déplacent toujours au plus près. Les gens se déplacent toujours au plus près, donc d'abord des déplacés de l'intérieur, et après, quand ils passent une frontière, ils passent la frontière, ils vont dans le pays immédiatement limitrophe. Et après plusieurs mois ou années, ils vont effectivement dans d'autres pays, sur un autre continent. Mais c'est un processus assez long. Donc on a, si vous voulez, environ 28-30 millions de personnes qui sont
déplacés de l'intérieur. On a dans les chiffres du HCR des gens qui sont en instance de demande d'asile, qui ont déposé une demande d'asile, mais qui n'ont pas de réponse, qui c'est en gros de l'ordre de 1,5 million dans le monde, hein, tous ces chiffres sont mondiaux. Et puis il faut ajouter à ça, donc effectivement, environ 6 millions de personnes qui sont enregistrées par le HCR comme des apatrides. Donc les apatrides, on a du mal à les reconnaître. Mais les Rohingyas, par exemple, de Birmanie, sont considérés comme des apatrides. C'est des gens qui n'ont pas de passeport, qui n'ont pas d'État. Donc vous voyez que quand on parle de ce chiffre-là, là encore, on parle en fait de quelque chose qui est assez complexe. Je pense qu'il y a bien plus que 15 ou 16 millions de réfugiés dans le monde, mais je suis nominaliste, je prends en compte, réfugiés sont ceux qui ont eu une reconnaissance de réfugiés par une autorité compétente pour leur donner. Parce que sinon, on parle des exilés. Des exilés, il y en a des millions dans le monde, il y en a énormément. On peut parler des migrants, moi ça ne me dérange pas, le mot ne me dérange pas du tout de migrants, parce que c'est le concept, si vous voulez, le plus générique, pour dire tout un tas de gens qui sont dans une migration, qui n'ont peut-être pas abouti, et cela, dans ce cas-là, on serait dans un chiffre beaucoup plus important, mais on n'est pas forcément dans le chiffre de 230 millions, qui est celui des migrants internationaux reconnus à l'échelle mondiale, qui là est le produit d'un recensement démographique tout simplement de chaque pays. Là, c'est pas un produit, c'est pas une donnée démographique du HCR ou des Nations Unies. C'est comme l'INSEE en France ou l'INED. Enfin, on produit des chiffres régulièrement dans les pays et en mettant tous les chiffres de tous les pays ensemble, on constate que 230 millions de personnes vivent depuis plus d'1 an en dehors de leur pays de naissance. Et donc, on dit, voilà, ce sont des migrants internationaux. Mais vous avez des expatriés, comme vous et moi, si je puis dire, si nous allons passer 1 an ou 2 ans ou 3 ans aux États-Unis. Vous avez des gens en Europe qui sont des Italiens qui vivent en France ou des Français qui vivent en Allemagne. Vous avez toutes sortes de gens qui sont dans différents statuts. Ceux-là, on les appelle pas dans le langage commun, on les appelle pas des migrants, on peut les appeler tout un tas de choses, mais ça ne pose pas de problème, quoi. Voilà. Donc voilà, je voulais juste rectifier un peu les chiffres et dire aussi que tout ce qu'on a pu voir pendant quelques jours en Europe, c'est vraiment, en termes relatifs, c'est très peu de choses. C'est des dizaines de milliers de gens, voilà, qui sont arrivés dans des conditions de très grande précarité, avec des files d'attente aux frontières, des flics qui leur tapent dessus, non pas forcément parce qu'ils ne les aiment pas, mais parce que la situation est tellement paniquante, tellement tendue que les gens paniquent. Bon. Ces situations-là, il y en a dans le monde aujourd'hui énormément et avec des chiffres, avec des nombres des chiffres de population bien plus importants que ce qu'on a là en Europe. Quand tu avais participé à l'exposition de Paul Virilio sur Terre fatale, titre magnifique, hein, Terre natale, Terre fatale, justement, lui disait. Ouais, ça, ouais. Et parce que justement, je ne vais pas naître là où mes parents sont. Donc, et là, effectivement, j'avais posé la question à Paul à ce moment-là sur les données chiffrées des réfugiés climatiques. Et il m'avait répondu que c'était vraiment à la louche, quoi, parce qu'on n'en savait pas grand-chose, mais on savait qu'il y en aurait, quoi. Et maintenant, on peut affiner un petit peu, mais d'une certaine façon, ce n'est pas le quantitatif qui prime, c'est effectivement notre comportement. Et entre 2002 et aujourd'hui, il y a quelque chose qui a proliféré à l'échelle planétaire, ce sont les murs. Là aussi, il faut les prendre en considération. Tout d'un coup, on construit des murs. L'Arabie Saoudite s'entoure d'un mur. La Tunisie, en ce moment, est en train de construire un mur de 150 km avec la Libye. Donc là, on voit des choses, alors qu'on sait, par le mur que les Américains n'ont pas encore terminé avec le Mexique, que c'est une passoire et que ça reste poreux. Ça reste poreux et peureux, enfin je joue sur les mots. Donc le mur n'est pas la solution, mais c'est pourtant quelque chose qui, à l'échelle planétaire, est en train de s'édifier. Oui, alors je ne sais plus combien de dizaines de milliers de kilomètres, 20 000 kilomètres de murs, je crois, dans les frontières nationales, oui, et ça se développe. Alors effectivement, je crois que le mur en tant que mur physique, matériel,
la barrière, le grillage a évidemment des effets dissuasifs, mais n'empêche pas, comme on le dit, tu viens de le dire, n'empêche pas la migration, il la rend simplement plus dangereuse. Il y a aussi tous les murs qui sont moins visibles et la tendance à individualiser la frontière. Des gens travaillent depuis quelque temps sur tous les éléments de biométrie et d'informatique. Et une des questions cruciales pour les migrants qui passent aux frontières, c'est de savoir s'ils vont être quelque part sur l'écran du policier qui cherche qui y sont à partir des empreintes digitales qui ont été enregistrées. Et s'ils sont nulle part, ça va, ils sont tranquilles, ils vont pouvoir passer. Et s'ils sont quelque part, ils sont coincés, quoi. Et donc, on le voit bien quand on circule dans le monde que les uns ont une facilité à circuler en général avec justement des moyens biométriques et les autres avec les mêmes moyens sont bloqués. Donc je pense qu'on va aussi vers l'individualisation et l'élasticité de la frontière. C'est-à-dire que une loi avait été faite en 2010, je crois, qui disait chaque morceau de territoire où un étranger sans papier, enfin pas sans papier, un étranger sans visa pose le pied est considéré comme extraterritorial. Alors qu'avant, jusque-là, on a cette extraterritorialité qu'on connaît bien, qui est la zone d'attente, la ZAPI dans les aéroports, zone d'attente pour personnes en instance. Tant que vous n'avez pas passé le guichet de police, vous n'êtes pas sur le territoire national. Donc il y a un espace, et dans cet espace ont été créées les premières ZAPI, les zones d'attente, et elles étaient créées là physiquement pour être conformes à la loi. Alors après, des décrets ont été faits pour permettre que la ZAPI 2 ou la ZAPI 3, je crois qu'on les a appelés, soit installée dans l'hôtel Ibis à côté, et puis après qu'un hangar soit installé où les gens sont gardés, donc on est dans une autre zone. Mais donc il faut à chaque fois créer un décret qui dit cet espace-là est extraterritorial. Alors l'aboutissement de tout ça, c'est l'individualisation, c'est tout lieu où un étranger sans visa arrive est considéré comme une zone extraterritoriale. Bon. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressé dans ce film. Je reviens juste au film pour peut-être avant que tu ne puisses donner un mot de conclusion. Bon, comme tu le sais, je travaille depuis de longues années sur ce qu'habiter signifie. Et plus je travaille là-dessus, plus je suis persuadé qu'habiter renvoie avant tout à la langue. Et on habite d'abord sa langue avant d'habiter une terre, un lieu, un campement, ou le RER, ou le tourisme, ou je sais pas quoi. Et donc là, j'en ai encore eu là, une espèce de preuve, c'est que sans cesse, à chaque étape, il y a des changements de langue, et à chaque changement de langue, il y a une sorte de désorientation. Et on voit bien quand même il y a la fatigue qui vient là-dessus, etc., la mémoire qui flanche, bon, les difficultés de se rappeler des choses. Bon, et là, tout d'un coup, on ne peut pas habiter le monde parce que on ne peut pas être soi-même, parce qu'on est dépossédé de ce qui nous permet de faire société, c'est-à-dire d'échanger. Je crois qu'Hannah Arendt avait dit ça aussi, qu'elle habite son exil. elle habite sa langue en exil, elle habite sa langue. Oui. Et effectivement, alors là, ce qui est intéressant, on le voit un peu, mais c'est quelque chose qu'on voit de manière générale dans les camps de réfugiés, les migrants, etc. C'est qu'il y a une espèce de pidgin, un pidgin d'anglais qui s'installe. Les gens bricolent un anglais où ils se font comprendre quand ils sont en Turquie. Là, créolisation des langues. Quoi. Voilà. Et ça, moi, je l'ai beaucoup remarqué. C'est-à-dire, ça ne plaît pas, effectivement, il n'y a pas de raison de s'en réjouir. Et je pense que Barbara Cassin a raison de dire il faut plus de traducteurs et moins de comment elle appelle ça, de globish, le globish. Voilà. Mais il y a une espèce de globish populaire, si on peut dire, qui se développe dans ces espaces, qui participe de la transformation culturelle du monde, même si c'est pas forcément dans le sens qu'on aimerait. L'autre élément, et ça pourrait être éventuellement pour conclure,
c'est que pour ressentir son exil, il faut arriver quelque part. Et aussi bien Hannah Arendt que Edward Said et d'autres, Alfred Schultz, tous les grands auteurs qui ont écrit à propos de l'exil sont des gens qui sont arrivés quelque part. Ils ont été, on dirait, intégrés quoi, maintenant. Ils ont trouvé une place, ils ont trouvé un métier, ils ont trouvé une résidence, ils ont reformé une famille. Et ils sont arrivés quelque part. Et à partir de là, ils ont pu habiter leur langue, même si la langue était étrangère, retrouver des proches, avoir le temps de cultiver la nostalgie ou la mélancolie comme quelque chose qui est sans doute une marque profonde de l'exil. Tout ça, ils ont pu le faire. Et ce qu'on constate aujourd'hui dans tous ces parcours, qui sont toujours des parcours inachevé, c'est que cet exil ressemble plus à ce que Victor Hugo appelait une interminable... L'exil est une interminable insomnie. Et cette interminable insomnie, elle n'arrive pas à se poser, quoi, à arriver quelque part pour que les gens aient le temps de dire leur exil. C'est pour ça que une des choses une des pistes qui m'occupe et qui m'intéresse le plus en ce moment, c'est comment naît ou comment peut naître une littérature de l'exil. Et on voit bien la difficulté des écrivains maintenant, des écrivains de renom, Le Clésio, Marine Diaye, je vais en oublier, mais Mathias Sénard, Laurent, j'ai oublié son nom, Laurent Godet, des écrivains racontent ces histoires-là. Comme là, ce film-là a été possible, d'autres Welcome, etc. Il y a eu plein de films depuis. Voilà, il y en a eu plusieurs. Donc, on arrive à un moment où des écrivains, on va dire des artistes, des auteurs, se mettent en empathie avec ce qui se passe. Voilà. Mais où est-il l'auteur qui parle, non pas qui se fait parler par un autre, mais qui parle, lui, qui est le sujet de parole de cet exil-là? Alors, comme il se trouve que je connais bien Atiq Rahimi et qu'on a eu l'occasion d'échanger, il m'avait offert pour une mise en théâtre d'un petit essai que j'avais écrit qui s'appelait « Le couloir des exilés ». On en a fait avec Marcel Bozonnet une représentation théâtrale qu'on a augmentée avec des poèmes et des choses comme ça, et la voix de Atiq Rahimi. Et quand il a vu le texte du couloir des exilés, il a voulu donner son poème qui s'appelle « La 9e nuit ». Et la 9e nuit, c'est la 9e nuit de marche des exilés, quand ils arrivent au plan, là, ce plan extraordinaire qui se passe dans la neige la nuit, et que, arrivés au sommet, quand ils vont passer la frontière, le passeur leur dit « Arrêtez-vous, retournez-vous, regardez votre pays ». Et ils regardent leur pays, et ensuite, ils se retournent de l'autre côté, et là, il a une strophe qui est très belle et que je ne saurais pas dire, mais qui est que tous ont vu devant eux un immense désert blanc où rien ne se passait, et c'était là qu'il fallait aller en ayant très peur, quoi, et tout ça avait très peur. Alors voilà, je dis ça parce que Atiq Rahimi maintenant vient de publier un ouvrage qui s'appelle La balade du Kalam, et où il dit lui-même qu'il n'arrive plus à parler de l'exil. Parce que cet exil-là n'a plus de... Il ne sait plus quoi en dire de cet exil-là. Ça fait 20 ans, il est afghan, il a vécu au Pakistan, donc il a eu cet itinéraire-là, à peu près, qu'on voit, mais il l'a eu dans les années 80. Et là, maintenant, il est peut-être épuisé de parler de ça. En tout cas, il le dit lui-même, il n'a pas réussi à former une littérature d'exil à partir de son histoire. Bon, voilà, parce que je pense que ça recoupe une autre question qui est... Il faut avoir une cause à défendre. Quelle est la cause qu'on défend dans une écriture?
Je pense que Édouard Saïd avait une cause, bien évidemment. Hannah Arendt avec la question juive, Édouard Saïd avec la question palestinienne. Et Glissant, oui, bien sûr. Bon, tous les grands auteurs de l'exil, je pense, avaient une cause comme ça évidente à défendre. Et là, c'est peut-être le fait que la perte de la cause fait que cette littérature de l'exil a du mal à... Enfin, bon, peut-être que je me trompe et qu'elle va émerger et que là, il y a déjà plein d'auteurs qui sont en train d'écrire, mais pour l'instant, on a du mal à la voir venir, quoi. Ben, écoutez, merci beaucoup à vous tous. Merci à Michel.